Mon voyage n'a pas commencé comme je l'avais espéré. Jeudi et vendredi, je devais assister à une conférence à Minneapolis. Mais ce n'était pas le départ chaleureux auquel j'étais habitué. Ma femme, Martha, prenait généralement une demi-journée de congé pour rendre mon départ mémorable. Mais cette fois, elle m'a simplement donné un rapide baiser d'au revoir avant de partir au travail. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Avar, mais on m'appelle souvent Evan. J'ai 49 ans. Je suis heureux en mariage avec Martha depuis 24 ans. Et nous avons 2 enfants, Ross, qui a 22 ans, et Amelia, qui vient d'avoir 20 ans. Mon voyage a commencé à 15 heures. J'ai quitté le travail et me suis rendu à l'aéroport. J'aime toujours arriver tôt pour mon vol de 18 heures afin d'éviter tout stress lié à un éventuel retard. Tout se passait bien, et j'attendais patiemment l'annonce du départ du vol. Cependant, la chance n'était pas de mon côté cette fois. Le vol en provenance du Minnesota a été retardé à cause du mauvais temps et d'une tempête de neige imminente. Après un retard de 45 minutes, nous avons enfin embarqué, environ 30 minutes après le décollage. J'ai remarqué que l'avion effectuait un léger virage à gauche. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un simple ajustement, mais il est vite devenu évident que nous faisions demi-tour. Le pilote a confirmé qu'en raison de la tempête de neige sévère, nous ne pouvions pas atterrir à Minneapolis, et nous devions retourner à notre point de départ. De retour sur la terre ferme. Je me suis précipité au comptoir de la compagnie aérienne pour réorganiser mes plans pour le lendemain matin. Heureusement, j'ai réussi à obtenir l'un des derniers sièges disponibles sur le vol suivant. Malgré l'absence à la conférence, j'étais déterminé à y assister. En m'asseyant, une lueur d'espoir a émergé. Mais je ne pouvais pas me rendre à la conférence immédiatement. J'ai appelé mon contact à Minneapolis pour l'informer du retard et j'ai laissé un message détaillé sur la boîte vocale de mon patron. Anxieux, j'ai appelé à la maison, espérant entendre la voix réconfortante de Martha. À ma grande surprise, elle n'a pas répondu et la maison était sombre. Sa voiture absente de l'allée, j'ai laissé mes bagages dans la voiture et suis entré prudemment dans la maison. J'ai entendu des voix provenant du salon, ce qui m'a surpris. Il s'est avéré que la télévision avait été laissée allumée, ce qui m'a conduit à une conclusion troublante. Martha était apparemment rentrée à la maison après le travail, et je me souvenais clairement d'avoir éteint la télévision avant de partir. J'ai mis la télévision en sourdine et j'ai cherché un signe d'elle. Sans rien trouver, anxieux, j'ai appelé son téléphone portable. Enfin, elle m'a chaleureusement demandé où j'étais. Une question qui faisait partie intégrante de notre mariage. Désormais teintée d'une réelle inquiétude et d'un intérêt sincère. En réponse, elle a mentionné qu'elle était à la maison, en train de regarder des émissions de télévision. Pendant qu'elle parlait, la fatigue de mon long voyage a commencé à m'envahir. À ce moment-là, mon seul désir était d'être avec ma femme, cherchant du réconfort en sa présence et partageant des moments de proximité, même si ce n'était que pour quelques heures précieuses. Malgré le retard du vol, je gardais l'espoir de moments joyeux et inattendus dans le confort de notre lit. Cependant, en seulement 30 secondes, la satisfaction de rentrer chez moi a été remplacée par un profond sentiment d'incertitude. Au lieu d'anticiper l'étreinte chaleureuse de ma femme dévouée, avec qui j'avais partagé 24 ans d'amour et de confiance, j'étais confronté à la révélation choquante de mensonges et de tromperies. C'était un coup inattendu qui m'a laissé sans voix et incertain. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle m'avait vraiment trompé et pourquoi elle aurait fait une telle chose. Il n'y avait apparemment aucune explication logique à sa tromperie, que ce soit au travail, avec des amis ou dans un restaurant. J'ai dû rester silencieux pendant un moment, car la voix inquiète de Martha a fini par percer, demandant si j'étais toujours là. Je suis revenu à la réalité et j'ai marmonné en réponse. « Ah, ouais, désolé. Nous avons atterri à O'Hare et je dois y aller. » Le cœur lourd. J'ai brusquement mis fin à l'appel. Le téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois, je l'ai éteint. Ayant besoin de solitude pour donner un sens à mes pensées tumultueuses, assis sur le canapé, entouré de silence et de vide, je ressentais une torpeur m'envahir. La question me hantait. Pourquoi Martha m'a-t-elle trompé? Peut-être y avait-il une explication raisonnable à ce mensonge. Peut-être préparait-elle une surprise. En repensant à cela, je me suis souvenu comment. Il y a 4 ans, j'avais organisé une série de tromperies pour notre 20e anniversaire de mariage. J'avais secrètement organisé une croisière de 2 semaines et impliqué son patron et ses parents dans le plan, créant un réseau de tromperies
Les souvenirs de ce mensonge sont revenus en force. Au milieu de ma confusion, une pensée persistante s'est insinuée, que j'ai vigoureusement rejetée. C'était une pensée que je refusais d'accepter. Pas nous, nous ne serions pas dans cette situation. C'était tout simplement inconcevable. Et c'est tout, me suis-je dit, réalisant que ma fille Amélia pourrait être au courant des surprises et des plans de Martha. J'ai rapidement composé son numéro de mémoire. La voix de ma fille bien-aimée m'a accueilli au téléphone et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai demandé avec une curiosité sincère comment elle allait, et elle m'a répondu qu'elle venait de terminer ses devoirs et regarder la télévision. Sentant l'importance de la situation, je lui ai prudemment demandé si elle avait parlé à sa mère récemment et si Martha lui avait mentionné quoi que ce soit. Amélia a mentionné qu'elles avaient eu le rappel hebdomadaire habituel le dimanche, ce qui m'a donné une lueur d'espoir. Je lui ai ensuite demandé si elle savait quelque chose à propos d'une surprise que Martha préparait. J'ai clairement indiqué que je ne voulais pas connaître la nature de la surprise, seulement si Martha planifiait quelque chose. Ma voix était pleine d'anticipation en attendant sa réponse. La réponse d'Amélia a brisé mes espoirs. Elle a mentionné qu'elle ne savait rien et m'a demandé ce qui se passait. Ignorant mon inquiétude, trouvant une explication faible, je lui ai dit que Martha agissait un peu étrangement ces derniers temps et que je me demandais si elle cachait une belle surprise. Peut-être pour mon 50e anniversaire? Amélia a rapidement balayé l'idée, me rappelant que nous avions célébré mon anniversaire le mois dernier, n'ayant obtenu aucune information. J'ai accepté la vérité et souhaité une bonne nuit à ma fille. Elle a répondu, semblant déprimée. J'ai réalisé que la surprise que j'espérais n'allait pas se produire. La question restait, pourquoi Martha m'a-t-elle trompé? Des explications possibles ont commencé à se former dans mon esprit. Peut-être est-ce lié à une promotion à venir. C'est probablement le cas. Ai-je conclu? Bien que je ne comprenne pas pourquoi elle mentirait, j'ai envisagé la possibilité qu'elle travaillait encore dur pour obtenir cette promotion insaisissable. Dernièrement, elle avait dû rester tard au travail à plusieurs reprises en raison de son dévouement indéfectible. Cependant, au fond, Martha savait qu'aucune promotion ne pouvait surpasser la valeur du temps que nous perdions ensemble. Elle comprenait que je voulais qu'elle réduise ses heures de travail pour que nous puissions passer plus de temps ensemble, une demande raisonnable qu'elle comprenait. Ironiquement, je me suis souvenu d'une décision importante que j'avais prise quelques mois avant notre 20e anniversaire, refusant une promotion. Cela faisait presque 5 ans que j'avais accepté avec enthousiasme une offre d'emploi pour devenir vice-président des finances de mon entreprise. Mais ce rôle nécessitait des voyages fréquents au siège de l'entreprise à Chicago pour des réunions du conseil d'administration et des visites dans diverses usines à travers le pays. Initialement, j'étais enthousiaste à propos de l'offre d'emploi, mais Martha a rapidement soulevé des doutes, me faisant reconsidérer ma décision. L'histoire édifiante d'un collègue qui avait divorcé seulement 2 ans après avoir accepté un poste similaire ne pouvait être ignorée. Bien que le succès financier ait été une récompense pour lui, cela s'était fait au prix de la solitude et de la souffrance. Étant donné les circonstances, et le fait que nos enfants avaient encore besoin de guidance et de soutien pendant leurs dernières années d'école, Martha ne voulait pas assumer cette responsabilité seule, ce qui était compréhensible. Tout au long de la semaine, nous avons eu des discussions approfondies sur les conséquences potentielles de l'acceptation de la promotion. Peu à peu, il est devenu clair que j'étais sur le point de perdre de vue ce qui comptait vraiment dans ma vie. Ma femme et mes enfants. Retrouvant de la clarté, j'ai pris la décision sincère de refuser la promotion, reconnaissant que mon engagement envers ma famille prenait le pas sur le succès matériel. Les derniers mois avaient été difficiles, alors que Martha poussait fort pour sa promotion. Cela avait ravivé les doutes que j'avais sur ma propre croissance professionnelle. Puisque nos enfants étaient maintenant à l'université, notre famille ne se composait plus que de nous deux. Alors que Martha pensait que sa promotion était réalisable avec un impact minimal sur nos vies, comme plus de voyages d'affaires, je m'inquiétais des nombreuses heures supplémentaires que je devrais faire. Voir ma femme seulement 1 heure ou 2 par jour en semaine me laissait insatisfait. Les moments brefs ensemble n'apportaient pas de contentement. Et le manque de temps de qualité ensemble pesait sur mon cœur. Le déclin de notre vie intime ne pouvait passer inaperçu. Martha devenait de plus en plus absorbée par son travail,
passant les samedis et même les dimanches au bureau. Quand elle rentrait à la maison, la fatigue la consumait, ne laissant aucune énergie pour autre chose. Cela faisait un moment, sinon impossible, de me souvenir de la dernière fois où nous avions été intimes. Il y a 3 semaines, le mois dernier, les détails spécifiques se fondaient dans un brouillard déprimant. Reconnaissant que l'âge contribuait à notre connexion physique décroissante, il était difficile d'ignorer le triste manque de vie au lit que nous partagions autrefois. Il est possible que sa tromperie lors de notre appel téléphonique ait été une tentative d'éviter de discuter de mes préoccupations et de se cacher derrière ses engagements professionnels. Cependant, il est juste d'admettre que moi aussi. J'étais en voyage d'affaires et devais parfois travailler tard. En même temps, il y avait un moyen simple de découvrir la vérité. J'ai décidé d'appeler la ligne directe de Martha à l'agence publicitaire Thibault pour confirmer les choses. À ma surprise, son collègue Jake Turnbull a répondu au téléphone. Alarmé, je me suis rapidement ressaisi, m'attendant à entendre la voix de Martha. Je l'ai salué en utilisant mon surnom, et sa réponse m'a pris au dépourvu. Lorsqu'il a mentionné que je devrais être en train de profiter de vacances avec Martha, j'étais choqué et confus par son commentaire, et il était clair que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans un réseau de surprises et j'ai demandé des détails sur les supposées vacances. Ensuite, j'ai rapidement retrouvé mon calme, m'excusant auprès de Jake pour l'interruption, et j'ai fabriqué une excuse, prétendant que j'avais composé son numéro par erreur. Il m'a rassuré, sans aucune inquiétude, mentionnant que Martha lui devait un déjeuner pour avoir couvert son quart de travail et les heures de travail tardives. Il a exprimé sa frustration, disant qu'il était 9 heures du soir et qu'il était encore au travail. Sur ce, il a conclu la conversation et a raccroché. Peu à peu, la vérité est devenue claire pour moi. Martha ne travaillait pas et était, en fait, absente de son lieu de travail. Selon Jake, elle avait pris des vacances jusqu'à la fin de la semaine. La panique a lentement envahi mon esprit, resserrant son emprise alors que la peur prenait le dessus. Où était Martha? Que pouvait-elle faire? Une pensée importune mais silencieuse a envahi mon esprit. Non, ça ne pouvait pas être vrai. J'ai toujours cherché à voir le meilleur chez les gens. Maintenant, une perspective positive et valorisant la bonté inhérente à chacun. Mais maintenant, contre ma volonté, j'ai commencé à envisager le pire des scénarios. Cela pouvait-il vraiment arriver? Martha pouvait-elle me trahir? La pensée qu'elle soit avec sa sœur Victoria m'a traversé l'esprit involontairement. Avec le temps, nous nous sommes éloignés de Victoria et de son ex-mari Mike. Autrefois, nous étions incroyablement proches, liés par de fortes amitiés qui semblaient indestructibles, alors que nos vies s'entremêlaient dans une belle tapisserie d'expériences partagées. Nous passions des soirées ensemble, nous soutenions mutuellement, prenions soin de nos enfants, organisions de nombreuses réunions familiales et même partions en vacances ensemble. Mais tout a changé un jour fatidique lorsque je suis rentré à la maison avec un mal de tête lancinant. À la recherche de soulagement, j'ai pris 2 comprimés de Tylenol et me suis allongé sur le canapé. Une demi-heure plus tard, Martha et Victoria sont revenues d'une virée shopping. Discutant avec animation, inaperçue par elle, je suis resté sur le canapé. Soudain, Victoria a commencé à parler, demandant si Martha avait remarqué le nouveau responsable de produits à l'épicerie. Mon cœur s'est accéléré alors que j'attendais avec anxiété la réponse de Martha. Elle a calmement répondu qu'elle le trouvait mignon, admettant qu'il m'avait souri. Puis, avec malaise, elle a ajouté qu'il vaudrait mieux qu'il sourie après la rencontre d'hier dans la banquette arrière de sa voiture, a déclaré Victoria avec défi. À ma surprise, ma femme a répondu avec désapprobation, avertissant Victoria qu'elle pourrait se faire prendre, risquant de perdre un bon mari et plus encore. Imperturbable, Victoria a répondu avec assurance, assurant à Martha qu'elle était toujours prudente. Avec ces mots, elles sont parties brusquement, me laissant dans un état d'incertitude. En tant que personne qui valorise l'honnêteté et l'intégrité, j'avais du mal à supporter le poids de cette révélation, incertain de la bonne marche à suivre. Je me suis retrouvé à un carrefour. Une chose était claire, Mike méritait de connaître la vérité. Apprendre l'infidélité de Victoria le dévasterait sans aucun doute. Et cette pensée pesait lourdement sur mon cœur. Je savais que Mike, en apprenant sa trahison,
n'hésiteraient pas à chasser Victoria de leur maison. Je portais le fardeau de potentiellement causer l'effondrement de leur mariage. Voulais-je vraiment être la raison d'un changement aussi profond? Avant de pouvoir prendre une décision finale, ma femme est rentrée à la maison avec nos enfants. Réconfortée par le fait qu'elle désapprouvait les actions de sa sœur, j'ai décidé de reporter ma décision jusqu'à ce que nous puissions en discuter davantage. Ce soir-là, alors que nous nous préparions pour le coucher, j'ai abordé le sujet, cherchant ses conseils. J'ai commencé prudemment, expliquant la situation et partageant la nouvelle de la découverte d'une infidélité dans notre cercle. Son expression a d'abord révélé de l'incertitude, alors que je demandais très sérieusement ce que je devais faire, et si confronter le tricheur avec colère était une réponse appropriée. Martha a pris un moment, réfléchissant soigneusement aux circonstances entourant la situation. Elle a commencé lentement, suggérant que cela pourrait dépendre de la situation spécifique et qu'il y avait divers facteurs à considérer. Cherchant plus de clarté, j'ai présenté des scénarios hypothétiques pour discussion, demandant à propos de notre ami Mike et si nous devrions fermer les yeux s'il avait trompé auparavant et avait dragué une femme dans un bar. Je voulais connaître son point de vue. Le poids de la situation planait dans l'air alors que je contemplais les actions possibles. Soudain, Martha s'est redressée dans le lit, saisissant le téléphone fermement et exprimant sa colère. Il était clair qu'elle se sentait obligée d'agir immédiatement et d'informer Victoria de la trahison. Instinctivement, j'ai doucement pris son téléphone et dit à Martha que je m'occuperais de la situation, car c'était ma responsabilité. Martha avait des doutes sur la justesse de notre décision et m'a demandé ce qui se passait. J'ai répondu avec assurance, lui assurant que j'étais sûr et espérant que Victoria chasserait le tricheur de la maison. Martha m'a regardé avec détermination dans les yeux, affirmant que nous ne le laisserions pas rester avec nous. Elle a déclaré fermement qu'il pouvait trouver son propre endroit et qu'elle ne protégerait pas un tricheur dans notre maison. Heureusement, les choses ont joué en ma faveur, et Mike a répondu au téléphone. J'ai commencé par un soupir lourd, m'adressant à lui comme son gendre préféré. Mike a répondu avec une touche d'humour, reconnaissant que j'étais son seul gendre, ce qui faisait de moi automatiquement son préféré. Il m'a demandé ce qui était si important pour que j'appelle si tard. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai prudemment continué, l'avertissant que j'avais entendu une conversation et que j'avais des nouvelles dévastatrices à partager. Je lui ai dit que son conjoint n'avait pas été fidèle et l'avait trompé hier. Il y a eu une longue pause au téléphone, alors que Mike absorbait cette révélation choquante. Quand il a enfin parlé, sa voix était à peine audible, remplie d'incrédulité. Il a exprimé son doute, demandant si j'étais absolument certain que cela concernait sa Victoria. J'ai confirmé que je l'avais entendu directement de sa propre bouche, décrivant cela comme une vantardise sans une once de remords, exprimant mes condoléances. J'ai offert mon soutien et lui ai dit que nous étions là pour lui et les enfants. Mike m'a rassuré et a raccroché le téléphone. Martha m'a regardé avec tristesse dans les yeux, des larmes montant. Elle a chuchoté qu'elle était fière de moi et m'a demandé un câlin. Se sentant perdue et effrayée, en l'enlaçant, j'ai offert du réconfort face à l'incertitude. Après un moment de calme, j'ai demandé s'ils devraient envisager de consulter un thérapeute, curieux de leurs prochaines étapes potentielles. Martha, se sentant fatiguée, a marmonné d'un air endormi, exprimant des doutes sur le fait que la thérapie changerait quoi que ce soit, et mentionnant qu'une fois que quelqu'un a triché, il a tendance à recommencer. J'ai silencieusement acquiescé à son évaluation. La sonnerie du téléphone m'a tiré du sommeil, et j'ai répondu d'un air groggy, essayant de ne pas déranger Martha. La voix furieuse de Victoria m'a attaqué, exigeant des réponses sur ce que j'avais dit à Mike. J'ai répondu calmement à Victoria, déclarant que j'avais dit la vérité à Mike et soulignant l'importance de l'honnêteté. Tandis que Martha regardait avec inquiétude et détermination, la voix de Victoria était remplie de colère, alors qu'elle exprimait son incrédulité que sa sœur la trahirait. J'ai fermement répondu que parfois la vérité surgit de manière inattendue, et nous étions tous deux d'accord que les tricheurs devraient faire face aux conséquences. Les larmes de Victoria ont commencé à couler de manière incontrôlable, et elle a confessé que Mike l'avait chassée de la maison. J'ai réitéré que c'était une conséquence méritée. Victoria a plaidé désespérément, demandant ce qu'elle devait faire et si elle pouvait venir chez nous. Avec regret, j'ai répondu que nous ne pouvions pas offrir un refuge à une tricheuse et qu'elle devrait naviguer la situation seule. Victoria semblait choquée par ma réponse
et je me suis tourné vers Martha pour des conseils. Lui demandant quoi dire à une tricheuse qui voulait venir chez nous, Martha s'est penchée vers le téléphone et a fermement déclaré qu'elle ne voulait pas d'une tricheuse dans sa maison et lui a dit de se perdre. J'ai ensuite transmis un message au nom de nous deux, déclarant que Victoria ne faisait plus partie de nos vies et qu'elle devait rester loin de nous. Nous ne voulions pas qu'elle vienne ou qu'elle appelle. Martha s'est blottie plus près de moi, et nous avons cherché du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Elle a chuchoté qu'elle était fière de la manière dont j'avais géré la situation, et nous nous sommes paisiblement endormis. Cependant, le matin a apporté une tempête attendue, alors que le père de Martha a appelé et crié sur sa fille. Martha était anxieuse et en larmes. Après l'appel téléphonique, j'ai expliqué à Martha que c'était notre décision mutuelle, et nous avions discuté de la possibilité de demander des conseils et de mettre fin à notre connexion avec la trompeuse. J'ai clarifié que je n'avais mentionné qu'un scénario hypothétique concernant Mike et n'avais pas affirmé qu'il avait réellement trompé Victoria. J'ai posé une question provocante, demandant en quoi la trahison potentielle de Mike différait de l'infidélité de Victoria. Martha a défendu sa sœur, déclarant que Victoria était de la famille. J'ai exprimé ma déception et me suis demandé s'il était acceptable de tromper quelqu'un parce qu'il était de la famille. Ce qui a laissé Martha momentanément sans voix. Il y a 3 ans, j'ai eu une conversation cruciale avec Martha, affirmant ma position concernant sa sœur. J'ai clairement indiqué que je ne voulais pas que sa sœur soit près de nos enfants ou dans notre maison. Bien que Martha rencontrait occasionnellement sa sœur en secret, cela restait un sujet tabou non dit dans notre foyer. Et elle rendait visite à Victoria secrètement pendant que j'étais absent. Avec le temps, Mike a réussi à surmonter la situation et à se préparer pour un remariage. Et mon ressentiment envers Victoria s'est estompé. J'avais cessé de me soucier de sa présence et trouvé de la joie dans son absence. Recentrer mon attention sur Martha. J'ai doucement abordé le sujet, sentant le besoin de résoudre le problème. Je soupçonnais que Martha pourrait porter une culpabilité pour m'avoir trompé. Bien que j'ai atteint un point où je m'en fichais, un tournant surprenant des événements s'est déroulé. Alors que je me retrouvais sur une scène devant un vaste public au Congrès, j'ai commencé mon discours, m'adressant à la foule et discutant de 2 types distincts d'individus dans le domaine de l'utilisation des tissus, les négateurs et ceux qui affrontent la réalité. Pendant le discours, Dave Millicent, le patron de Martha, a agité la main sauvagement et a confessé avoir évité ma femme. Jake Turnbull, assis derrière Dave, a également admis avoir évité ma femme. Un autre homme a ajouté un commentaire effronté, créant un moment d'amusement partagé et de rire léger parmi le public. Soudain, je me suis redressé sur le canapé, essuyant la bave de mon visage, et j'ai réalisé qu'il était déjà minuit. J'ai dû dormir pendant plus d'1 heure, et je me suis demandé si Martha était rentrée à la maison pendant ma sieste, peut-être inconsciente de ma présence en tant qu'invitée inattendue. Me hâtant vers la chambre, je suis entré, mais n'ai trouvé aucun signe d'elle. Puis il m'est venu à l'esprit qu'elle était probablement avec sa sœur Victoria. Envisager de contacter Victoria et de demander où se trouvait Martha. J'ai hésité, réalisant que obtenir l'adresse de Victoria impliquerait d'agir dans le dos de Martha. Me rappelant que je devais récupérer les enfants de Victoria à un endroit spécifique, je me suis demandé si j'avais encore le numéro de téléphone de Victoria. En me préparant à chercher dans ma liste de contacts, j'ai remarqué l'icône de l'application localisée sur mon smartphone. Il y a 1 an, je l'avais installée sur nos 2 téléphones après avoir perdu le mien lors d'un voyage de New York à Cincinnati. Reconnaissant ses capacités, j'ai rapidement ouvert l'application. En quelques secondes, j'ai reçu des informations sur l'emplacement du téléphone de Martha. Il indiquait Mills Lake. J'étais perplexe, me demandant pourquoi elle serait là. Au contraire. Victoria rencontrait des difficultés financières, rendant improbable qu'elle puisse se permettre un cottage à Mills Lake. La situation devenait de plus en plus mystérieuse. Mills Lake était réputée comme une zone résidentielle haut de gamme, avec des coûts de cotage dépassant de loin ceux de notre modeste maison. En utilisant Google Earth, j'ai soigneusement localisé l'emplacement précis de Martha. À ma surprise, elle se trouvait à l'intérieur d'un domaine exclusif entouré d'un imposant mur de pierre. Cette révélation m'a laissé perplexe. Que pouvait faire Martha dans un domaine aussi luxueux appartenant à un millionnaire? La distance entre Mills Lake et notre ville
était d'1 heure de route. Mais ma détermination à découvrir la vérité m'a propulsé en avant. En même temps, j'ai réalisé qu'une conversation directe avec elle entraînerait probablement de la malhonnêteté ou de l'évasion. Rassembler des preuves irréfutables était essentiel avant d'entamer une conversation, malgré mes hésitations, inondé d'émotions intenses. Je me suis rapidement dirigé vers Mills Lake, me reprochant de refuser d'envisager la possibilité des méfaits de Martha. Le regret me rongeait, car je réalisais que j'aurais dû vérifier le localisateur GPS de son téléphone dès le début, au lieu de chercher des excuses pour ses actions. L'incertitude obscurcissait mes pensées lorsque je suis arrivé à Mills Lake, incertain de mes intentions et nourrissant un faible espoir d'une explication simple. Anxieux, je me suis dirigé vers le domaine où se trouvait Martha, alourdi par l'anticipation de ce qui m'attendait. Devant moi se dressait une immense grille, barrant l'accès direct au domaine. Je n'avais pas l'intention de me rendre à la maison et d'annoncer ma présence à la recherche de ma femme. Après avoir évalué la situation, j'ai compris que me garer sur le bord de la route pourrait attirer une attention indésirable, pouvant entraîner l'arrivée de gardes de sécurité ou des forces de l'ordre dans cette communauté exclusive, conduisant un peu plus loin. Je suis tombé sur un chemin modeste et j'ai décidé de garer la voiture là. En sortant, je luttais avec l'incertitude. Comment contournerais-je le mur imposant qui me séparait de la vérité? Puis il m'est venu à l'esprit que le domaine bordait le lac, ce qui signifiait qu'une approche de ce côté était possible. Avec une détermination renouvelée, je me suis dirigé vers la rive du lac, mon cœur battant à l'idée de trouver un point d'entrée au domaine de ce côté. Découvrant un sentier menant au lac, je me suis prudemment déplacé vers la rive. Ne sachant pas dans quel grand cottage se trouvait Martha, je comptais sur une autre vérification du localisateur GPS. Finalement, je suis arrivé à une luxueuse demeure où plusieurs fenêtres du 2e étage étaient encore éclairées. Cependant, le rez-de-chaussée était faiblement éclairé. Un seul rideau restait entrouvert, projetant une lumière chaude à l'extérieur. Cherchant un point de vue élevé, j'ai trouvé un arbre robuste et j'ai grimpé assez haut pour regarder à l'intérieur. Mon regard s'est posé sur un homme portant un peignoir en tissu éponge blanc. Bien qu'il me soit à peine reconnaissable, l'homme, semblant plus âgé que moi, a rapidement disparu de la vue. Un moment plus tard, une femme est apparue, confirmant mes soupçons. C'était Victoria, alors qu'elle se tenait dans un peignoir ouvert, sirotant du champagne dans un verre. Je ne pouvais nier qu'elle restait attirante à son âge. Les pièces ont commencé à se mettre en place, et j'ai réalisé que Martha était en effet avec sa sœur. Cette révélation ne m'a pas surpris. Étant donné les implications financières d'un divorce, il semblait probable que Victoria cherchait un partenaire riche. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser que Martha avait été attirée dans un mode de vie que je désapprouvais et que je ne voulais pas pour elle. Alors que les événements se déroulaient sous mes yeux, j'ai assisté à une scène qui m'a découragé. L'homme que j'avais initialement repéré s'est approché de Victoria, et ses mains ont audacieusement exploré son corps. Il a pris son verre de champagne, le posant discrètement de côté. J'ai dû descendre de l'arbre et détourner les yeux de cette démonstration d'intimité de l'attrait de ma belle-sœur. Mes sensibilités étaient enracinées dans des notions traditionnelles, où l'amour et la vie intime formaient le cœur d'une relation authentique entre un homme et une femme. Ce que j'observais semblait dénué d'amour, manquant de connexion et d'affection que je chérissais. Même si je n'avais pas une haute opinion de Victoria, je ne souhaiterais une existence aussi destructrice et vide à personne. Me sentant mal à l'aise avec la scène qui se déroulait devant moi, j'ai envisagé de descendre de l'arbre. Cependant, alors que le couple s'éloignait de la fenêtre, j'ai croisé le regard de Martha. Elle était assise sur un canapé éloigné, arborant un sourire idiot et éméchant. Mon cœur s'est effondré, figé dans la perplexité. Son peignoir était ouvert, révélant une vue qui a scellé le destin de notre mariage. Submergé par le choc, j'ai fait un pas hésitant en arrière, mais j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé de l'arbre. Les branches ont amorti ma chute, et j'ai eu la chance de m'en sortir avec des blessures mineures. Hébété, je me suis relevé, me sentant comme un vieil homme. Sous le poids de ce que j'avais vu, j'ai commencé à errer sans but, comme un zombie à la dérive dans un monde désolé. Les larmes me montaient aux yeux, alors que je boitais vers la voiture, reflétant la douleur profonde qui me consumait. Ce n'était pas la chute physique de l'arbre qui me faisait mal,
mais la perte émotionnelle du bonheur et la séparation d'un être cher. Pendant ces minutes angoissantes, j'ai brièvement envisagé de m'introduire dans le cottage, de forcer mon entrée pour confronter la situation. Cependant, la dure réalité des conséquences, des années potentielles en prison pour intrusion et agression, a rapidement éteint ce désir. Seul avec mes pensées dans la nuit, une tempête d'émotions faisait rage en moi. Le déni ne pouvait plus me protéger de la dure vérité, et je luttais avec une profonde tristesse et une colère frémissante. Pourtant, je reconnaissais le danger de laisser cette colère me consumer, comprenant qu'elle ne ferait que nuire davantage à ma propre vie. Au fond, je savais que, peu importe à quel point j'étais en colère, je ne recourrais jamais à faire du mal physiquement à Martha. Alors que les événements se déroulaient, j'ai envisagé diverses options. La plus simple serait de rentrer à la maison, de faire mes valises et de partir. Si nous vivions dans un état sans faute pour le divorce, avions des revenus séparés et aucun enfant à charge, le processus de divorce se déroulerait probablement sans heurte. Nous diviserions nos biens équitablement et nous séparerions. Cependant, malgré ce chemin simple, une partie de moi aspirait à la justice et au désir d'exercer une forme de vengeance. Une idée audacieuse a pris possession de mes pensées. Et sans hésitation, j'ai décidé de saisir l'instant et de voir comment cela se déroulerait. Serrant fermement mon téléphone, j'ai composé le numéro de Martha, anticipant qu'elle pourrait ne pas répondre, et que je serais dirigé vers sa messagerie vocale. J'espérais qu'elle vérifierait immédiatement sa messagerie, juste au cas où. « Salut chérie », ai-je commencé, projetant ma voix sur l'enregistrement de la messagerie. « Puisque tu n'as pas répondu au téléphone de la maison, je t'appelle sur ton portable. Je voulais t'avertir de ne pas être alarmé quand tu entendras mes clés dans la porte. Dans quelques minutes, au milieu du chaos d'un vol retardé par un blizzard et des horaires d'arrivée incertains, j'ai laissé un message pour Martha. Ça a été une soirée chaotique. Et j'ai décrit les défis auxquels nous faisions face. Notre vol a été détourné vers Chicago, mais nous étions enfin en route pour rentrer à la maison. Il ne pouvait pas préciser notre heure exacte d'atterrissage, mais j'estimais que je serais à la maison dans environ 30 minutes. Ensuite, j'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Sachant que Martha recevrait une notification d'un nouveau message vocal, la curiosité et l'anxiété la rongeraient sans doute tard dans la nuit. Laisser un message à cette heure-là était inhabituel, ajoutant à l'intrigue. Je l'imaginais attrapant le téléphone, vérifiant avidement sa messagerie, espérant une clarté au milieu du chaos. Je priais silencieusement pour que Martha soit assez intoxiquée pour ne pas remarquer que je ne pouvais pas utiliser mon téléphone portable pendant le vol. La panique devait croître en elle. Elle réalisait qu'elle pourrait être piégée dans son propre réseau de tromperie. Dans un accès de rage, elle envisageait probablement comment me devancer et rentrer précipitamment à la maison, s'habillant à la hâte et répondant aux questions de sa sœur et de son amant. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées, et j'ai rapidement répondu. Réalisant qu'elle pourrait essayer de jauger mon heure d'arrivée, j'ai entamé la conversation avec un ton large. M'excusant de l'avoir potentiellement réveillée, elle a répondu, m'assurant que ce n'était pas grave, et m'a informé qu'elle était en route pour la maison. S'attendant à arriver dans environ 1 heure, à quelques minutes près, Martha a reconnu ma réponse par un simple « D'accord » et a mis fin à l'appel rapidement. Bientôt, j'ai vu sa voiture sortir des grilles du domaine et filer sur l'autoroute. Mon cœur a sauté un battement alors que je témoignais de sa conduite imprudente, frôlant presque un fossé, et il est devenu évident qu'elle était beaucoup plus intoxiquée que je ne le pensais initialement. Bien que je ressentais de la colère et de la frustration, j'ai réalisé que ses actions représentaient une menace, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les innocents sur la route. Malgré mon ressentiment persistant, je ne pouvais supporter l'idée que sa vie soit en danger. En tant que mère de mes enfants, déterminé à assurer sa sécurité, j'ai décidé de la suivre, prêt à intervenir si nécessaire. Réfléchissant rapidement, j'ai composé le numéro des services spéciaux et informé l'opérateur que je voulais signaler un conducteur en état d'ébriété. J'ai décrit le comportement erratique de la voiture, comment elle avait presque percuté la mienne, et ses zigzags imprudents. J'ai également fourni des détails sur la voiture, mentionnant qu'elle s'était engagée sur le côté sud de l'autoroute à Mills Lake et qu'il s'agissait d'une Ford Taurus bleu foncé. J'avais mémorisé les 4 derniers chiffres de la plaque d'immatriculation et souligné l'urgence d'arrêter la voiture avant que son conducteur ne cause de dommages.
L'opérateur m'a remercié pour mon rapport et m'a assuré qu'une voiture de patrouille était en route pour appréhender le conducteur intoxiqué, gardant une distance de sécurité. J'ai continué à suivre Marthe, naviguant prudemment dans la circulation, 2 sorties plus loin. J'ai remarqué une voiture de patrouille s'approchant de son emplacement. De loin, je pouvais voir une voiture de patrouille garée sur le pont, face à l'autoroute, alors que la voiture de Martha entrait en vue. La voiture de patrouille a rapidement accéléré, faisant clignoter ses lumières pour lui signaler de s'arrêter. Je suis passé devant eux, ressentant un mélange de soulagement et de profonde tristesse. 45 minutes plus tard, je suis arrivé chez moi, le poids des événements de la soirée pesant lourdement sur mes épaules. Cela semblait presque ironique mais indéniablement tragique. En une seule nuit, la vie de quelqu'un que j'aimais profondément aurait pu être réduite à une série de conséquences malheureuses. Une réalisation sombre s'est installée en moi, me faisant considérer que les actions de Martha auraient pu entraîner un accident de voiture mortel, et le chagrin et la souffrance subséquents pour mes enfants. J'ai fait une pause pour réfléchir, laissant mes peurs remonter à la surface, reconnaissant la fragilité et la préciosité de la vie. Mon amour pour Martha n'était plus un facteur central dans la décision que j'avais prise. Ce n'était pas que j'avais cessé de l'aimer, mais je ne pouvais plus envisager un avenir partagé ensemble. J'ai pris des mesures drastiques en éteignant le téléphone de la maison et en mettant mon téléphone portable en mode silencieux. J'avais besoin d'intimité pour rassembler mes pensées. En réfléchissant aux heures passées à chercher une explication à la tromperie de Martha, j'ai réalisé que l'explication la plus simple était devant moi depuis le début, déçu de moi-même. J'ai ouvert une bouteille de vin et contemplé le chemin à suivre. Pendant de nombreuses années, je croyais que mon amour pour Martha mûrirait comme un bon vin et atteindrait finalement son apogée. Maintenant, confronté à la réalité de notre relation tendue, je faisais face à la question difficile de savoir quoi faire ensuite. En continuant à siroter du vin et alors que la nuit se déroulait, je cherchais de la clarté et une direction au milieu du tourbillon d'émotions qui m'engloutissait. L'amour qui nous avait autrefois unis semblait maintenant s'être transformé en vinaigre amer, me laissant dans une douleur atroce. La profondeur de sa trahison m'a frappé au plus profond de moi. Mais la douleur ne venait pas uniquement de la trahison elle-même. C'était la réalisation que notre amour s'était flétri. Cet amour m'avait défini pendant les 26 dernières années, dont 24 en tant que mari et femme. Sans elle, je me sentais perdu, comme une âme à la dérive, dépourvu de but et d'identité propre. Pouvais-je continuer sans cet amour? La douleur s'intensifiait, me faisant envisager de mettre fin à la souffrance. Peut-être en trouvant du réconfort dans les profondeurs sous un pont. Je n'avais jamais imaginé vivre sans Martha. Commencer une nouvelle vie semblait être un défi insurmontable, rempli d'incertitudes. Comment planifier sa vie quand une personne qui a été tout pour vous disparaît soudainement? J'étais désemparé, incertain de par où commencer. Prendre des décisions sans consulter Martha semblait inconcevable. La famille avait toujours été le point central de ma vie. Je pesais soigneusement chaque choix, tenant compte du bien-être et du bonheur de ma femme et de mes enfants. Même notre vie sociale tournait autour des besoins de notre famille, et je m'engageais rarement avec des collègues et d'autres. Bien que j'assistais à des événements professionnels obligatoires comme la fête de Noël annuelle, ma priorité avait toujours été de rentrer rapidement à la maison. Les moments où je m'aventurais au-delà de ces obligations étaient rares. Au cours de la dernière décennie, je me remémorais occasionnellement les moments où nous socialisions avec des collègues. Mais maintenant, avec les enfants partis, il n'y avait plus que Martha et moi. Et maintenant, je me retrouvais seul, englouti dans ma tristesse. Je n'avais personne à aimer, personne sur qui m'appuyer. Pour la première fois de ma vie, la solitude est devenue ma compagne indésirable. Pourquoi a-t-elle choisi ce chemin? Pourquoi recourir à la tromperie alors qu'un divorce direct aurait été plus douloureux, mais peut-être plus respectueux des années et des moments joyeux que nous avions partagés? Quand a-t-elle cessé de m'aimer? A-t-elle simplement enduré notre relation jusqu'à ce que nos enfants grandissent et s'en aillent? Quand ses soins et son attention ont-ils faibli? Alors que nos enfants entamaient leur propre voyage, je voyais cela comme une opportunité d'investir davantage dans Martha et notre relation. Je n'avais pas réalisé qu'elle voyait cela comme la fin de notre chemin commun. J'ai observé un étranger devenir une présence constante, suggérant qu'ils étaient à l'aise l'un avec l'autre, ou peut-être à quel point la tromperie s'était facilement infiltrée dans nos vies.
Martha et son amant. Me laissant isolé et non aimé, rendait évident que nous n'étions plus un couple. Au milieu du désespoir, ma douleur est devenue une connexion à la vie. Elle servait de rappel douloureux de ce que j'avais perdu, des meilleurs moments que nous avions partagés, et surtout, de la présence de nos enfants. Dans ce moment sombre, mes enfants sont devenus mes sauveurs, jetant une lueur d'espoir sur moi. Mon estime de moi avait chuté au point où je manquais de force pour me sortir de l'abîme du désespoir. Mes enfants sont venus à mon secours. Juste penser à eux fournissait une faible étincelle d'autopréservation. Bientôt, Ross et Amelia entreprendraient leur propre voyage et fonderaient leur propre famille. Pour me protéger de la vague imminente de chagrin, j'ai réalisé que je devais me distancer de tout cela. Ce n'était pas une tâche facile, mais elle était remplie de douleur. J'ai compris que je porterais toujours le souvenir de Martha, de comment je l'aimais, mais je me souviendrai aussi d'elle avec un autre homme. J'avais besoin de m'extraire de cette situation, tout au long de ma vie. J'avais toujours été satisfait d'attentes simples, même si mes parents n'étaient pas riches. J'avais la chance de grandir dans une famille où une profonde affection prévalait. Les possessions matérielles qui m'entouraient maintenant semblaient insignifiantes en comparaison. En contemplant tout ce que je possédais, j'ai réalisé que des vêtements, une voiture et un ordinateur portable étaient les seuls objets valant la peine d'être emportés avec moi. Plus j'y pensais, plus le chemin pour sortir de ce pétrin devenait clair. J'ai pris la décision de faire mes valises et de disparaître sans laisser de traces. Je ne souhaitais plus poser les yeux sur la femme qui avait autrefois été le centre de mon univers. La seule vue d'elle serait un rappel douloureux de ma perte et de la douleur constante en moi. Avec une détermination renouvelée, je me suis levé de mon siège, prêt à agir de manière décisive. J'ai rapidement fait plusieurs sacs, et cela ne m'a pris que 30 minutes. Bientôt, je chargeais mes affaires dans la voiture. Il était juste avant 6 heures du matin lorsque j'ai terminé l'emballage, épuisé, mais résolu. J'ai décidé de faire une courte sieste, confiant que Martha serait encore en désintoxication jusqu'à tard dans la matinée. Quand j'ai fermé les yeux, des pensées sur un nouveau départ ont rempli mon esprit. L'alarme de mon téléphone m'a réveillé à 9 heures, sans délai. J'ai programmé une réunion urgente avec un avocat. Ensuite, je me suis dirigé vers la douche pour symboliquement laver les restes du passé. Le cœur lourd, j'ai retiré mon alliance et l'ai placée solennellement sur la table à côté du téléphone. Cet acte final marquait le début de mon voyage vers un nouveau chapitre de ma vie. Un où je cherchais la libération personnelle et le bonheur. J'avais pris la décision douloureuse d'exprimer ma déception dans une lettre adressée à Martha. Bien que notre conversation ait atteint un point où elle semblait futile, je ressentais le besoin d'exprimer mes émotions. Martha, ça me peine de reconnaître que je te vois maintenant suivre le chemin de la promiscuité imprudente et de la solitude qui accompagne souvent ta sœur. Peut-être est-ce un trait hérité, un triste héritage. D'ici à ce que tu lises ceci, je me serai complètement retiré de ta vie, m'assurant que nos chemins ne se croisent plus jamais. L'ampleur de ta trahison m'a laissé vacillant dans une douleur que je ne pouvais même pas imaginer. L'intensité de ma douleur est au-delà de toute mesure. Néanmoins, je suis reconnaissant pour les 24 ans de bonheur que nous avons autrefois partagés et pour les 2 merveilleux enfants que tu m'as donnés. Essayant d'être juste et honnête, je serai bref dans cet adieu. Puisses-tu rapidement retourner dans les bras de ton bien-aimé. Laissant derrière toi notre famille brisée, j'aspire à une justice que tu ne pouvais pas fournir. Tes escapades dissolues t'ont-elles apporté une quelconque satisfaction ou revanche pour tes actions? L'homme avec qui tu étais, à en juger par la grandeur du manoir, était assez riche. Je n'ai plus le désir de te voir ou de te parler. Nous n'avons plus rien à discuter. Nos avocats s'occuperont de toutes les démarches nécessaires. Et je te demande de signer rapidement les papiers de divorce. La raison de notre séparation n'a pas d'importance. À 10 heures du matin, j'étais à la banque. J'ai responsablement réglé notre dette commune de carte de crédit et fermé promptement les comptes. Prenant des mesures immédiates, j'ai visité la banque pour obtenir un reçu en espèces pour l'ensemble de nos économies et titres. De plus, j'ai veillé à ce qu'il y ait suffisamment de fonds sur le compte courant pour couvrir l'hypothèque et les factures de services publics pour les 2 prochains mois. Faisant un pas de plus vers l'indépendance, j'ai retiré mon nom du compte joint. En quittant la banque, je tenais un chèque substantiel d'environ 250 000 $. Avant midi, je suis arrivé au travail, surprenant mon patron qui s'attendait à ce que je sois dans le Minnesota.
Quand j'ai partagé la nouvelle de ma démission immédiate et de ma relocalisation, sa surprise a grandi. Notre relation avait une signification unique qui transcendait la dynamique typique employeur-employé. Mon patron avait maintenu sa position actuelle parce que j'avais refusé une promotion et initialement, il n'était pas satisfait et se sentait redevable envers moi. Mais il y a 2 ans, pendant son divorce, j'ai expliqué que ma décision de refuser la promotion était due à sa situation. Depuis lors, notre relation avait évolué d'un arrangement traditionnel, patron-employé, à un partenariat d'égal à égal. Il a commencé en déclarant qu'il comprenait mon désir de démissionner et était prêt à l'accepter. Au lieu de passer par le département des ressources humaines et d'écrire un chèque pour mon 401K, il avait une proposition alternative. Il m'a offert une opportunité dans leur division optique, nouvellement établie à Tucson. Bien que le salaire serait inférieur à mon poste actuel, il y avait apparemment des options de logement abordables là-bas qui me permettraient de sécuriser un logement décent à un prix attractif. Nous avons scellé notre accord par une poignée de main, et il a accepté de faire passer le mot que j'avais choisi de quitter mon emploi volontairement. L'étape suivante était de rencontrer mon avocat et d'expliquer ma décision de me séparer de Martha. Je lui ai donné des instructions pour lui remettre les papiers de divorce et lui accorder une procuration pour vendre la maison, qui représentait 50% de nos actifs totaux, bien que mon avocat, qui était également un ami proche de la famille, a tenté de me persuader d'envisager des scénarios alternatifs. Il a rapidement réalisé les changements significatifs qui m'attendaient. À minuit, je serais dans une autre ville, dans un autre état, et sans femme, dans l'après-midi, alors qu'une profonde fatigue m'envahissait. J'ai cherché un endroit pour me reposer et suis tombé sur un motel plutôt vieillot vers 20h. Utilisant un téléphone jetable que j'avais acquis à cet effet, j'ai composé le numéro de Ross et expliqué que c'était mon nouveau numéro de téléphone. Ross m'a demandé si j'avais des nouvelles de maman, et j'ai révélé que j'avais découvert la veille qu'elle m'avait été infidèle. Il a exprimé sa déception et son inquiétude, demandant ce que je prévoyais de faire à ce sujet. J'ai partagé que j'avais tout réglé. J'avais fait mes valises, vidé mes comptes bancaires, démissionné de mon travail, et je me dirigeais vers le sud, mettant fin à ma relation avec elle. J'ai également mentionné qu'elle recevrait les papiers de divorce d'ici la fin de la semaine. Ross m'a demandé si Amelia était au courant, et je lui ai dit qu'elle ne l'était pas encore. Je lui ai assuré que je le tiendrais informé et promis de l'appeler régulièrement. Nous avons échangé des expressions d'amour et de soin, et je lui ai assuré que je l'aimais et que je prendrais soin de moi. Après avoir conclu la conversation, j'ai contacté Amelia. La conversation était empreinte d'une profonde tristesse. Mes enfants, le cœur lourd, ont appris la vérité sur les actions de leur mère et comment elles ont affecté notre famille. Témoins de l'influence destructrice de tante Victoria sur sa famille, mes enfants, comme moi, ont essayé de comprendre comment leur mère pouvait infliger la même douleur à notre famille. J'étais certain que Victoria avait influencé sa sœur à agir de cette manière. Amelia, toujours franche, a brisé le silence en demandant depuis combien de temps cela durait et combien de temps nous avions cessé d'être assez pour elle. Je l'ai réconfortée en expliquant que la durée et les raisons n'étaient plus importantes. Ce qui comptait, c'est que je l'avais profondément aimée, lui avais fait confiance de tout mon cœur, et qu'elle avait trahi cette confiance. Je l'ai rassurée de ne pas s'inquiéter et lui ai dit que je serais bien. J'ai mentionné que j'étais incroyablement triste pour le moment, mais je croyais que je guérirais avec le temps, surtout si je pouvais maintenir une certaine distance avec sa mère. Je lui ai également assuré que je partagerais ma nouvelle adresse, et qu'elle pourrait venir chez moi une fois son année scolaire terminée. En faisant cette promesse, les larmes me sont montées aux yeux, et je voulais qu'Amelia sache qu'il y aurait toujours une place pour elle à mes côtés. À Tucson, la division optique était relativement petite, avec seulement 30 employés. Le directeur de district, qui ressemblait plus à son père qu'à un patron sévère, favorisait un sentiment de camaraderie et de confort au sein de l'équipe. Je me suis immédiatement senti comme un invité bienvenu, ce qui m'a procuré un certain réconfort pendant une période difficile. 1 mois plus tard, j'ai choisi une belle maison dans un condominium. Tout au long de cette période, je n'ai maintenu aucun contact avec Martha, me fiant uniquement aux mises à jour de mon avocat et de mes enfants. Avancer n'a pas été sans défi. Une situation s'est révélée particulièrement exigeante. Mon avocat m'a informé que Martha était prête à contester le divorce, exprimant son refus de procéder et sa détermination à se battre jusqu'au bout.
même si cela signifiait la ruine financière pour nous deux. En réponse, j'ai calmement instruit mon avocat de ne pas poursuivre le divorce. J'ai dit que je m'en fichais désormais et que je voulais lui donner la chance de reconstruire sa vie après les 24 ans de bonheur que nous avions autrefois partagés. J'ai demandé à mon avocat de lui dire que je n'avais aucun désir de continuer la relation et que je lui souhaitais une bonne vie. J'ai ajouté un message plus coloré pour lui dire d'aller en enfer. Et j'ai demandé à mon avocat s'il pouvait transmettre ce message. Mon avocat, reconnaissant notre lien étroit, a répondu qu'il pourrait le faire avec plaisir, mais m'a averti qu'il y aurait des frais supplémentaires de 50 $ pour cela. Les conversations avec les enfants étaient plus difficiles. On part, hein. J'ai dû les convaincre qu'il n'y avait pas de retour en arrière sur cette décision. Le premier obstacle est survenu lorsque Amélia m'a dit « Papa, maman a complètement paniqué quand j'ai mentionné que je prévoyais de vivre avec toi cet été. J'ai promis à Amélia que je ferais de mon mieux pour lui rendre visite ainsi qu'à ses grands-parents. Cependant, sa réaction était si préoccupante que j'ai trouvé nécessaire de m'éloigner de mon téléphone pendant quelques jours. Le comportement de Martha s'est aggravé lorsque Ross a décidé de partager son été entre nous deux. Quant à Martha, je me suis consciemment abstenu de m'informer sur elle, me concentrant sur l'avancement de ma vie. Ce n'était pas facile car des vestiges de mes sentiments pour elle persistaient, un mélange d'émotions liées à notre passé partagé avant la trahison. Pourtant, avec l'aide de mes enfants, j'ai progressivement appris davantage sur l'état d'esprit de Martha. À ma surprise, il s'est avéré qu'elle traversait une profonde dépression, reflétant le choc émotionnel que j'avais autrefois vécu. C'est tout simplement incroyable, surtout en considérant ce qui est arrivé à sa sœur. Le concept est assez simple. Quand vous trichez, cela blesse les personnes mêmes que vous devriez aimer, ce qui conduit à la destruction de votre mariage. Ensuite, vous continuez à vivre votre vie. Alors, comment Martha pouvait-elle être déprimée alors que j'avais tout fait pour lui permettre de continuer sans ma présence? Son refus de divorcer semblait être une évasion de la réalité, une façon d'éviter de faire face au fait que ses actions avaient causé l'effondrement de notre famille. C'est absurde, n'est-ce pas? Pendant quelques heures, j'étais moi-même dans le déni, mais elle vivait dans le déni depuis 2 ans. Même si elle savait que nos enfants étaient en contact régulier avec moi, elle utilisait nos enfants comme un moyen d'exprimer des remords pour ses actions. À travers eux, elle essayait de me convaincre qu'elle était prête à tout pour prouver son amour pour moi. Bien que je comprenais que nos enfants espéraient une réconciliation entre nous, je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à accepter de parler à Martha. La distance géographique entre nous était également un problème pour eux, car ils devaient choisir entre leur mère et moi. Martha était implacable dans sa quête de mes allées et venue auprès de nos enfants. Tout ce qu'elle savait, c'était que je vivais dans l'un des États du Sud. Cela faisait presque 3 ans que je l'avais quittée, et elle a finalement réussi à découvrir mon emplacement. Un jour fatidique, en quittant le travail, je l'ai repérée rôdant près du bureau. Je ne pouvais pas comprendre comment elle avait découvert la ville où je résidais maintenant, car j'avais essayé de garder cette information strictement confidentielle. D'après ce que mes enfants partageaient avec moi, Martha était convaincue qu'une rencontre en face à face suffirait à me faire changer d'avis. Mais j'étais déterminé à changer sa perception erronée, rapidement et discrètement. Je me suis glissé par une porte latérale, le cœur battant, et j'ai appelé Louise pour l'informer de la situation. Connaissant mon plan, je me suis délibérément placé dans le champ de vision de Martha, l'incitant à me suivre. Quand je me suis garé sur le parking, Martha m'a rattrapé pour la déconcerter. J'ai conduit dans la ville pendant un moment, me suis arrêté à l'épicerie, puis suis rentré chez moi. En arrivant à la maison, je me suis garé, et Louise, une belle latinae de 30 ans, a ouvert la porte à la place de mes clés. Un instant plus tard, la sonnette a retenti, et Louise, tenant un bébé d'1 an dans ses bras, s'est précipitée pour ouvrir. Depuis ma place, dans la cuisine, j'ai observé l'étonnement de Martha en voyant Louise. Louise l'a accueillie avec un accent espagnol distinct et lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Martha a exprimé son désir de me parler. À ce moment-là, Louise m'a appelé depuis le seuil et j'ai pris le bébé dans mes bras. Louise m'a dit de m'occuper de notre fille pendant qu'elle finissait de préparer le dîner. Je me suis tourné vers Martha et j'ai commencé « Eh bien, avec un mélange de surprise et d'ironie dans la voix. J'ai croisé son regard, reconnaissant la situation.
J'ai demandé, avec un ton résolu mais attentif, ce que Martha voulait, après presque 3 ans de séparation. Elle a répondu dans un murmure à peine audible, confessant qu'elle avait besoin de s'excuser et de transmettre à quel point elle était profondément désolée pour la douleur qu'elle m'avait causée. Elle a reconnu que ce n'était pas de ma faute, mais plutôt de sa propre sottise. Martha a exprimé son amour pour moi à l'époque et maintenant, me décrivant comme le meilleur mari et père qu'une femme puisse espérer tout en admettant sa propre inconséquence et ses remords sincères pour la souffrance qu'elle avait causée. J'ai trouvé ses excuses sincères émouvantes, mais je savais qu'il était essentiel de mettre fin à cette mascarade rapidement. J'ai répondu « Eh bien, ça va », Bronner évanoui. Comme on dit, tout cela est du passé. Je n'ai pas repensé à ces souvenirs depuis si longtemps que je peux sincèrement dire que je te pardonne. En regardant Tamarita, qui rayonnait de joie dans mes bras, j'ai continué. En conclusion, je te souhaite sincèrement une vie joyeuse, remplie d'amour, tout comme la mienne, et ma voix portait des sentiments authentiques. Les larmes de Martha coulaient sur son visage, et elle a marmonné quelque chose d'inintelligible. Elle s'est approchée hésitante, m'a enlacé et a rapidement quitté la maison. J'ai fermé la porte derrière elle. Louise, remarquant mon état fragile, est sortie de la cuisine. Se sentant soulagée et triste, elle a doucement pris Tamarita de mes bras, sentant mon besoin de réconfort. Je me suis appuyé contre la porte fermée, cédant aux larmes. Touchée par la scène, Louise m'a serré fort et m'a donné un doux baiser sur le front. Avec un regard déterminé, elle a atteint le téléphone. Elle a dit « Je dois informer Horatio que je rentrerai bientôt à la maison avec notre fille. » Sa voix exsudait chaleur et confiance. J'ai chuchoté « Merci, Louise ». Sincèrement reconnaissant pour sa présence et son soutien indéfectible, j'ai instruit Louise « Assure-toi de dire à Horatio que je vous attendrai au barbecue samedi. » Et sa voix débordait d'enthousiasme. « Absolument. Patron, je vous verrai au bureau demain. » La semaine suivante, mon avocat a reçu les papiers de divorce dûment signés par Martha. En avançant, j'ai réalisé que la guérison prend du temps, et j'avais besoin de trouver mon propre rythme. J'ai formé des liens avec plusieurs amies féminines, m'engageant dans une relation intime avec une seule, dépourvue de tout engagement sérieux. Il semblait que je surmontais enfin la douleur qui m'avait été infligée. J'ai grandi moins craintif des femmes, abandonnant ma nervosité, timidité. Reconnaissant cette croissance personnelle, j'ai commencé à penser qu'il pourrait être temps d'accorder à Louise la liberté de me présenter à une femme gentille et appropriée. Faisant confiance à son jugement, j'ai envisagé l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui pourrait ramener un véritable bonheur dans ma vie. Maintenant, je reconsidère ma décision. Après cette rencontre inattendue, des doutes ont surgi. Pas à propos de quitter Martha, car cette décision reste inébranlable, mais à propos de mon hypothèse précédente, que nous n'avions rien en commun. J'ai toujours cru que nous n'avions rien à discuter. Supposant qu'elle comprenait ma position sur l'infidélité et comment je réagirais dans une telle situation. Cependant, en écoutant des fragments de l'histoire de Martha lors de notre récente conversation, je commence à me demander si j'aurais dû éviter cette confrontation, malgré mon aversion pour elle. Une chose, cependant, est indéniable. Me retirer de sa vie était la meilleure ligne de conduite pour moi. Cela m'a permis de trouver la paix et de récupérer loin de l'environnement toxique qui nous engloutissait. J'aimais tellement Martha que si je l'avais rencontrée à ce moment-là, j'aurais pu succomber à ses remords et accepter ses excuses. Cela aurait pu conduire à plus de souffrance et à un divorce éventuel. Mais maintenant, 3 ans après sa trahison et notre séparation, l'excuse de Martha m'a soudainement donné un sentiment de clôture. Cela m'a libéré de la douleur que je portais et a offert une lueur d'espoir pour aimer à nouveau. Avec le temps, je pourrais même envisager de révéler que je n'ai pas réellement une deuxième fille, bien que je ne sois pas certain de décider de le faire. Je ne lui dois plus rien, et le choix de divulguer ou de garder cela pour moi est le mien. Je me suis enfin débarrassé des obligations envers elle, me permettant d'avancer et d'entamer un nouveau chapitre de ma vie, mais pas pour longtemps. Je me tenais près de la tombe de Martha avec mes enfants et de nombreux parents, y compris Victoria. J'ai pleuré amèrement, comme tous les autres présents, mais je n'ai vu une seule larme sur le visage de Victoria. Martha, dans un état de désespoir complet et d'ébriété, a été impliquée dans un accident mortel. Sa vie n'a pas pu être sauvée. J'ai longuement contemplé pourquoi Victoria
avait encouragé sa sœur dans une relation intime avec son amant, et je suis arrivé à une seule explication. C'était une forme de vengeance pour Martha et moi ayant révélé sa trahison, ce qui avait conduit à la fin de son mariage avec Mike. Peut-être maintenant, Victoria ressent-elle un certain soulagement, alors que sa sœur repose dans un cercueil. Et je sais une chose, je n'aimerai jamais une femme comme j'ai aimé Martha.